Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre consacré aux Thuléens. Tactica numéro 2, on va parler des chefs de clan, également des magiciens. En fin de Tactica, vous allez retrouver Anna qui est une magicienne, n'est pas un chef de clan. On commence tout de suite par Okanek, un des premiers chefs de clan à être sorti. Je me demande si c'est même pas le premier, à voir avec Tupilek, je ne sais pas lequel des deux est le plus vieux. 110 pièces d'or, constite 5, dextérité 4, force 5, mental 4, 5 mouvements, 9 PA, 26 points de vie, une armure 0,5-2 avec 5 points de vie. Marteau à deux mains, 3 PA, 7 dégâts, écrasement. Le marteau endommage l'armure adverse de 3 cases. Le couteau à dépecé, 3 dégâts, saignement. Marteau tonnerre, 4 PA, 1d5 plus 4 dégâts par cible, c'est sa botte. Et ça touche toutes les cibles engagées au corps à corps, elles doivent défendre séparément. Okanek peut recruter jusqu'à 5 membres de clan. 5 membres ayant esprit de clan, pardon, dans sa bande. Okanek, c'est un des premiers personnages thuléens à être sorti, et c'est toujours un personnage joué. C'est un personnage qui est très intéressant. Il a des caractéristiques qui sont extrêmement stables, et du coup très avantageuses pour réaliser des objectifs. Il peut autant réaliser des objectifs sous constite, force, que sur dex mental. C'est toujours très agréable d'avoir un personnage qui est un peu polyvalent et qui peut aller faire tous les types d'objectifs, notamment en tournoi si vous jouez plusieurs scénarios. Vous serez content d'avoir un personnage qui est stable et sur qui vous pouvez compter pour tout type d'objectifs. Son mouvement de 5, qui est légèrement supérieur à beaucoup de Thuléens, va lui permettre de se déplacer assez facilement sur la table, d'aller amener sa force brute là où il faut. C'est également un des premiers personnages à avoir 9 PA. Ça, c'est pas négligeable. 9 PA, c'était... 9 PA, c'est toujours très bien. On voit plus de personnages avec 9 PA maintenant, évidemment, vu qu'il y a des colosses. Et il y a pas mal de personnages, je vais pas dire bourrins, qui sont sortis pour compenser les colosses, mais il y a pas mal de personnages plus solides qui sont sortis. Les 26 points de vie, c'est bien tout en étant peut-être un peu pour une figurine à 110 pièces d'or, on peut se dire, mais finalement il a une armure, donc ça compense. Son armure 0,5-2, vous avez une chance sur 2, un peu plus, de lui éviter 2 points de dégâts, donc c'est une bonne armure. Je suis pas particulièrement fan du 0, mais en soi c'est pas trop grave. Voilà, comme vous avez quand même de fortes chances de réussir l'armure, on va dire qu'elle est bien. Enfin, elle est bien, hein, attention. Le marteau tonnerre, le marteau à deux mains, 3 PA, 7 dégâts, très bon marteau, c'est comme la hache à deux mains, la hache de pierre à deux mains. Au final, on paye 3 PA, on fait 7 dégâts, ça semble logique. Et le bonus, c'est l'écrasement. Une bonne alternative, justement, pour résoudre les problèmes d'armure. Vous pouvez taper comme un sourd et ça va virer 3 cases d'armure à l'adversaire, ce qui est très bien. Ça permet de gérer un petit peu les Birgus, les Rotuma, et toutes les figurines ayant une grosse armure. Il a également le couteau à dépecer qui fait 3 dégâts, le couteau à dépecer classique, hein, 3 dégâts de saignement. Et ça c'est très bien. Donc vous pouvez choisir de taper avec le marteau tonnerre jusqu'à... oh là là, je vais jamais y arriver moi avec le marteau. De taper avec le marteau à deux mains jusqu'à ce que la figurine adverse n'ait plus d'armure, et ensuite de balancer plein de coups de couteau à dépecer pour justement vous permettre de faire du saignement et de profiter des bonus à l'activation de la figurine adverse. N'oubliez pas que le marteau à deux mains, comme son nom l'indique, est une arme à deux mains, et du coup si vous voulez utiliser le couteau, il faut utiliser l'action rengainer dégainer qui coûte 1 PA. Donc c'est des petites choses comme ça, mais ça égrène un petit peu le pool de PA qu'il possède. N'oubliez pas que cette action est obligatoire, sinon vous ne pouvez pas changer d'arme. La botte, c'est le marteau tonnerre, 4 PA, 1d5 plus 4 dégâts. Ça touche toutes les cibles, et ça c'est très bien. Je vais revenir sur cette botte peut-être un peu après, puisqu'il a une carte stratégique qui peut être aussi utile. Donc essayez de vous mettre au corps à corps avec un maximum de figurines adverses, puisque dès que vous serez contre 2 figurines adverses, votre attaque sur chaque figurine ne coûtera entre guillemets que 2 PA. Si vous êtes contre 3 figurines, l'attaque sur chaque figurine coûtera 1 PA et demi, à peu de choses près. Donc, plus il y a de monde autour d'Okanek, plus cette botte va être rentable et plus vous allez faire de dégâts. Pas forcément sur le jet de D5, mais sur l'ensemble des attaques. Il démarre quand même avec force x2, non pardon, c'est une botte. Donc force plus dextérité, ça fait quand même 9. C'est pas un score négligeable. Si vous tapez sur 3 figurines, vous en aurez quand même une ou deux qui vont prendre le coup.
Il peut également recruter 5 membres ayant l'esprit de clan. Les 5 membres ayant l'esprit de clan, ça peut être justement des trappeurs, des chasseurs, des pisteurs. Vous avez moyen d'en avoir pas mal. 5, c'est une moyenne normale pour la plupart des chefs de clan. Et surtout, ça va vous permettre d'avoir assez de figurines ayant esprit de clan pour booster les jets de morale. En plus que Okanek va rajouter un point à va rajouter le bonus étant lui-même tuléen. Donc c'est un chef qui est très très intéressant. Il est très très stable. Il fait le boulot. On le voit encore assez régulièrement dans des listes tuléennes. Bien que maintenant le format à 500 points privilégie quand même plutôt les figurines montées. On reviendra sur Unak quand on va le traiter. Mais c'est une figurine qui est solide sur ses guibolles, qui peut amener vraiment une réponse intéressante au niveau de l'armure. Et surtout, il possède la carte pour le clan. Une fois par partie, Okanek peut pousser un cri de ralliement au début de l'activation de n'importe quel tuléen. Et ça, c'est important de préciser que c'est n'importe lequel, puisque ce n'est pas forcément lui. Tous les tuléens doivent effectuer un mouvement gratuit pour tenter de rejoindre sa zone de contrôle. S'il est engagé au corps à corps, il s'engage à ses ennemis. Le désengagement est automatiquement réussi pour rallier Okanek. Du coup, cette carte, même si elle coûte 10 pièces d'or et qu'elle augmente quand même considérablement le coût de Okanek, c'est une carte qui est très intéressante puisqu'elle va vous servir à, entre autres, sortir vos tuléens d'un mauvais pas s'ils sont engagés contre une figurine plus forte. Ça va les faire bouger automatiquement et du coup se désengager. Ça va vous permettre, si Okanek est pris également contre plus fort ou aurait besoin d'un petit soutien, d'engager les figurines qui sont contre lui. Si vous avez des tuléens à importer, ça va s'agglomérer. C'est également une carte qui vous permettrait, en positionnant Okanek de façon très intéressante ou optimale, de par exemple ramener un objectif en dehors de la séquence d'activation du tuléen concerné. Ça peut vous permettre de faire plein de choses puisqu'elle vous permet de bouger des figurines en dehors des séquences d'activation normales, et ça peut également enquiquiner votre adversaire qui va planifier un plan pour réaliser un objectif ou réussir une action ou blesser vos figurines. Et du coup, avec cette carte-là, son plan va tomber à l'eau, il va devoir le modifier, il va peut-être perdre des PA dans des déplacements, il attaquera moins, etc. C'est une carte qui est hyper intéressante, cependant, elle possède un gros défaut à mon avis. C'est que, comme vous allez tous vers Okanek, du coup, ça fait amalgame. Donc si en face, vous avez de l'artillerie ou vous avez un colosse qui peut faire des dégâts de zone avec un piétinement ou autre, attention, utilisez-la avec intelligence, puisque si vous êtes tous en tas, un tir d'artillerie, ça va choper à peu près tout le monde, et ça peut faire de très très gros dégâts si vous ne faites pas attention à ces petits détails. Okanek, il bénéficierait assez facilement du baudrier mystique. C'est un objet qui vous permet de dégainer et de rengainer gratuitement. Donc, comme pour le marteau à deux mains et le couteau à dépecer, ça va lui permettre de changer d'arme sans se poser trop de questions. C'est important. Le baudrier mystique se trouve dans un ravage. Mais je ne sais plus lequel. J'oublie tout le temps. Et du coup, beaucoup de monde sont passés à côté, j'imagine. Mais c'est un objet qui existe et c'est un objet très intéressant pour ceux qui possèdent des armes. Une arme à deux mains et une arme à une main, qui ont besoin de rengainer, dégainer. Ces caractéristiques qui sont très stables, on n'a pas vraiment besoin de lui mettre de boost. Il n'y a pas forcément de raison. J'aurais peut-être tendance à réfléchir à lui changer son armure pour une armure qui aurait un 1, je ne sais pas quoi, moins 2 ou moins 3. Histoire de fiabiliser ses points de vie, même s'il rate le jet d'armure. Après, pour le reste, concrètement, je suis assez satisfait dans l'ensemble normalement. C'est également aussi, et chose un peu bizarre, un des chefs de clan à posséder le moins de morale. Il a 9, la plupart des autres ont 10. Donc si vous voulez éviter qu'il soit vraiment dans la panade parce que vous avez un petit peu de malmoule, peut-être éventuellement une racine de mandragore. Ça reste toujours quelque chose qui n'est pas à négliger. Également un filet, pourquoi pas.
Il peut... C'est un très bon lanceur. Donc si vous avez en face une grosse figurine qui vous enquiquine, vous pouvez lui mettre un filet si vous n'avez pas par exemple Kinak dans la bande. À voir justement comment vous allez gérer ça. Mais il y a moyen de faire plein de petites choses. Et c'est un personnage qui est très très solide. Avec lui comme base, vous avez déjà une base bien costaud pour arriver à gérer les différents objectifs, les différents scénarios, les armures et également pour vous filer un coup de main si besoin est avec sa carte de stratégie. Harvick, capitaine de bateau. 118 pièces d'or, Consti 5, Dextérité 3, Force 6, Mental 5, 4 mouvements, 9 PA, 29 points de vie, une armure, -1, 5, -2, 6 points de vie sur l'armure. Pristis, 3 PA, 5 dégâts, saignement. Le coup de scie, 4 PA, 1 des 10 dégâts. Si la botte passe contre un briscard ayant une arme de corps à corps, cette arme fera un dégât de moins pour le reste de la partie. Sur un échec critique, Pristis fera un dégât de moins. Harvick peut recruter jusqu'à 5 membres ayant Esprit du Clan dans sa bande. Alors, après avoir parlé de Kanek, on peut parler d'Harvick et on peut tout de suite faire quelques comparaisons. Plus de force, moins de dextérité, un personnage qui est plus agressif, 4 de mouvement et du coup il va à la même vitesse que sa bande. 9 PA, 29 PV, un PV de plus que Kanek. Il a également une arme, pas un PV de plus, 3 PV de plus que Kanek. Il a également une meilleure armure selon moi, vu que c'est -1, 5, -2. Donc ça va automatiquement fiabiliser sa survie. Son arme, Pristis, 3 PA, et ça je comprends pas pourquoi c'est 3 PA, puisque cette arme ne fait que 5 dégâts. Est-ce que c'est parce qu'il y a saignement? Mais le javelot par exemple du champion harponneur, il fait 3 PA, il a allonge, 6 dégâts et saignement. Du coup, pourquoi 3 PA pour taper avec Pristis? Surtout qu'il n'y a pas d'autres effets en cas de réussite critique. Est-ce que c'est parce qu'il a 6 de force? Du coup, ça passe mieux, je ne sais pas. Bref, petit étonnement quant à ça, et c'est un petit peu embêtant, je dois bien avouer. Le coup de scie, qui est une botte qui est très intéressante, pas forcément parce que ça fera un des 10 dégâts, mais plutôt parce que si vous vous retrouvez face à quelqu'un qui possède une arme, eh bien, ça va endommager son arme, et du coup, pendant tout le reste de la partie, cette arme fera moins de dégâts. Donc, c'est un avantage sur la longueur, sur la durée, et c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Il est amené, Captain Harvick, avec mère nourricière. Les Tuliens sous les ordres d'Harvick ne manquent jamais de provisions. Tous les briscards de votre bande sont considérés comme ayant un viatique dans leur équipement en mode campagne lorsqu'ils possèdent son baleinier. Harvick pêche de poissons de plus après chaque partie. Ça coûte 12 pièces d'or. C'est une carte qui est très intéressante puisque souvent les Tuliens vont quand même être en quantité assez conséquente. Et du coup, pour 12 pièces d'or, vous payez des viatiques à tout le monde. Le viatique, ça coûte quand même 8 pièces d'or de mémoire. Donc, c'est clairement rentable. C'est une carte qui le fait quand même passer à 130 pièces. Donc, attention, 130 pièces d'or, c'est quand même important. Même si on peut compenser avec des figurines qui sont pas forcément très fortes, comme, qui coûtent pas forcément très cher, comme les trappeurs, etc. Donc on peut se permettre d'avoir des personnages qui sont un peu plus chers, vu que les troupes sont un peu moins chères que chez la plupart des autres bandes. C'est un personnage qui est là pour... Je dirais c'est un personnage qui est là pour taper, tout en mettant une... tout en mettant une note en disant, mais Pristis, elle coûte... Ça prend 3 PA pour faire 5 dégâts saignement. Il est là pour taper, mais pas que. Il est aussi là pour faire, à mon avis, d'autres choses. C'est un très bon lanceur, donc si vous voulez lui mettre un filet ou si vous avez sur le terrain des trucs à balancer, pourquoi ne pas profiter de jeter des choses à la tête de votre adversaire? C'est un personnage qui est également là si vous avez besoin de faire des objectifs sous consti, force ou mental, un peu moins la dextérité. Du coup, attention, 3 de dextérité, c'est pas forcément énorme. Peut-être que vous aurez besoin d'un dé supplémentaire pour faire quelque chose. Mais c'est un personnage qui va vous amener une... Il va quand même passer ses attaques relativement facilement avec son 6 de force.
Mais voilà, c'est son arme me dérange dans son attaque de base. Je pourrais comprendre qu'on mette 3 PA pour Pristis, parce que ça fait automatiquement le saignement. Mais alors pourquoi ne pas lui mettre un petit couteau à dépecer derrière pour pouvoir choisir justement qu'est-ce qu'il fait et comment il va le faire. Du style, on pourrait techniquement lui rajouter une arme. On pourrait se dire, bah, je vais enlever cette arme-là et je vais mettre autre chose. Mais vous perdrez le coup de scie, je pense, que la boîte est liée à l'arme. Et du coup, ce serait dommage de passer à côté du fait de réduire les dégâts de l'arme adverse. Donc, à voir. C'est un personnage qui est solide sur ses jambes, qui est solide également au contact. Il peut tanker suffisamment. Et même s'il peut pas balancer une quantité astronomique d'attaque, parce que ça va lui coûter plus de PA, c'est quand même un personnage qui est là pour faire du dégât. Les 5 dégâts stables, de toute façon, votre saignement il va passer parce que vous aurez plus que la plupart des armures, à moins de faire une réussite critique sur les armures. Il va amener des viatiques à tous vos briscards, même si le viatique, vous ne pouvez l'utiliser que durant votre... que en dehors, pardon, de la zone de contrôle adverse. Avec tous les briscards que vous avez sur le terrain, vous finirez quand même par avoir un briscard qui va l'utiliser 1 à 2 fois par partie. Donc c'est quand même très rentable. De même que Harvick se dote lui-même d'un viatique également. Donc ça peut être très très intéressant. C'est un personnage qui est bon à réfléchir à si vous préférez un Okanek ou un Harvick. Je pense que les deux ensemble, c'est un petit peu redondant, bien qu'ils aient des utilités un petit peu différentes, mais ça fait quand même une grosse quantité de PA de PO que vous allez claquer pour engager les deux. Donc, à voir ce que vous voulez faire avec ces personnages-là. Est-ce que vous préférez un personnage qui va vous apporter un mouvement et l'armure adverse qui va sauter plus vite, ou est-ce que vous préférez un personnage qui est un petit peu plus endurant, puisque une armure qui va automatiquement enlever un dégât, si ce n'est 2, avec une meilleure attaque et fiabiliser le saignement. Voilà, à choix entre les deux. J'ai vu des listes qui tournaient, c'était quoi une liste à 400 points, Captain Harvick, Okanek et Kinak par exemple, une liste 3 bourrins dans la team. Ça peut se faire. Je pense pas que ce soit une liste qui soit particulièrement optimale pour des scénarios où il y a des objectifs à remplir, parce que 3 figurines c'est quand même peu. Mais du coup, à choisir entre ce que vous préférez, entre un Okanek ou un Harvick, c'est en fonction de ce que vous voulez jouer comme liste. C'est également un personnage qui est intéressant en campagne, puisque il va vous permettre de pêcher plus facilement et d'avoir plus de nourriture. Mais ça, je peux peut-être en parler plus que si je fais un Tactica sur la campagne une fois. Bref, à voir ce que vous avez envie et ce que vous préférez entre ces deux chefs de clan. On va passer à Unak et Kivyut. Et on commence par Unak. Un chef de clan très intéressant, 100 pièces d'or, constite 5, dextérité 3, force 5, mental 5, 5 de mouvement, 9 PA, 26 points de vie. Les braies de cuir renforcées absorbent le premier dégât lors de chaque blessure subie, une armure à 5 points de vie, et il est blindé d'armes. Du coup, hache de pierre à 2 mains, 3 PA, 7 dégâts, l'air lance ne coûte qu'un PA avec cette arme, le couteau à dépecer, 3 dégâts saignement, et les 3 javelots en os, 3 PA, allonge, 6 dégâts saignement, peuvent être lancés à moins de 6 brasses, et les dégâts c'est 1 des 10 plus 2. Il est chef de clan, et il a synergie, peut changer d'arme gratuitement pendant le déplacement de sa monture. Et ça, c'est quand même quelque chose de très très particulier. C'est un chef de clan qui possède énormément d'avantages. Pourquoi ? Déjà, premièrement, parce qu'il va être la plupart du temps monté sur Kivyut, mais je reviendrai sur ça quand je parlerai de Kivyut. C'est un chef de clan qui a des stats qui sont stables, qui sont tout à fait corrects. Il a un petit peu plus de mouvement. Il a une armure qui est extrêmement fiable. Il n'y a pas de jet de dés à faire. Vous enlevez 1 à chaque dégât. Donc on peut lui rajouter entre guillemets 5 points de vie. Ce qui lui fait un bon total de PV. Il a 9 PA, c'est très bien. Mais surtout, il a la possibilité de taper comme il veut. Avec la hache en pierre. 3 PA, 7 dégâts.
Le couteau à dépecer, ça fait du saignement s'il n'y a pas d'armure en face. Et les javelots qui ont allonge 6 dégâts saignement. C'est clairement une arme hyper intéressante. Surtout comme il sera sur un socle de 80 mm. Et ben, ça va lui permettre d'avoir vraiment de la portée pour taper avec ses javelots. Je pense que c'est l'arme la plus optimisée parmi les 3. À moins vraiment d'avoir envie de faire un maximum de saignement. En plus, les javelots peuvent être lancés, donc c'est clairement tout bénef. Jusqu'à 6 brasses, c'est un bon lanceur. Et les dégâts, c'est un des 10 plus 2, c'est clairement intéressant. Vous balancez 2 javelots, vous en gardez un pour attaquer au corps à corps. Moi, je trouve que ce personnage est vraiment très fort. Il est chef de clan et vous noterez qu'il n'y a pas de limitation. Vous pouvez engager autant de figurines avec esprit du clan que vous le désirez, en respectant toujours les limitations de la figurine en question. Du style, les trappeurs c'est 5, les archers c'est 3 de mémoire, pisteurs c'est 2. Mais vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Hein. Vous pouvez maxer tout si vous désirez vous faire une liste à 15 trappeurs, vous faites une liste à 15 trappeurs. Parce que les trappeurs, il y a 3 profils et parce que ils sont tous limités à 5. C'est pour ça. Mais vous n'avez pas de limitation avec ça et ça peut donner des listes qui sont extrêmement populeuses, qui sont à mon avis très intéressantes à jouer. Notamment comme gentiment le jeu se dirige vers du 600 pièces d'or. On pourrait jouer Unak Kiviut, plus 2 pisteurs, plus 5 trappeurs, plus 2 archers. À mon avis, ça peut faire extrêmement mal. Ça peut être une liste qui va avancer sur l'adversaire, qui n'est pas forcément très forte au niveau des caractéristiques, mais qui va finalement passer des attaques parce que l'adversaire va être submergé, parce qu'il y aura beaucoup de bonus de soutien, parce qu'il y aura plein de choses, et je pense qu'on peut vraiment en faire quelque chose de très intéressant. Pardon. Le fait qu'il puisse changer d'arme gratuitement, ça lui évite de payer un baudrier mystique, à condition que la monture se déplace. Et ça c'est très intéressant si vous voulez passer du javelot à la hache en pierre pour faire plus de dégâts, ou attaquer selon ce qui vous fera le plus de... qui sera le plus opportun. Et on va passer justement au fait qu'il a une monture qui est Kiviut. Kiviut 115 pièces d'or, c'est une monture qui est plutôt chère, mais c'est une monture qui vaut la peine. Constitution 6, dextérité 3, force 5, mental 2, agressivité 4, 5 de mouvement, 7 PA, 30 PV, une armure qui fait 7, 2, 6 points de vie d'armure. Le coup de corne, 3 PA, 1 des 5 plus de dégâts. En cas de réussite critique, la victime est assommée. La peau de roc ignore les effets du saignement. Easy. Spécial peut être mis en frénésie en dépensant 1 PA du cavalier. Ok. Et surtout, cataplasme viatique et rhum. Le fait de combiner ces deux figurines, ça vous fait une figurine à 215 pièces d'or. Mais ça vous fait une figurine qui est extrêmement dangereuse. Kiviut a 6 de constitution, ce qui est plutôt bien. Il a 5 de force, ce qui est bien aussi, mais surtout il a 4 d'agressivité. L'agressivité de la monture peut se rajouter sous certaines conditions aux attaques et aux dégâts du... je vais y arriver, vous en faites pas. Du cavalier, notamment si vous décidez de faire une charge en ligne droite avec la monture, le cavalier, pour 2 PA supplémentaires, peut infliger des dégâts supplémentaires et bénéficier de l'agressivité au jet d'attaque et au jet de dégâts. Mais ça veut dire que vous avez un Unak qui du coup va... Enfin, un Kiviut qui va foncer sur une figurine. Unak va payer un peu plus cher son attaque, on est d'accord. Mais avec le javelot en os et avec... ou alors avec la hache en pierre, carrément. Vous avez la possibilité de monter jusqu'à 11 dégâts avec la hache en pierre. Ou alors 10 dégâts saignement avec le javelot. Si vous payez un peu plus cher. Ça peut valoir la peine de forcer un peu cette attaque. Et surtout, de façon générale, Kiviut va faire les mouvements et Unak n'aura qu'à taper ou réaliser les objectifs. Donc c'est une monture qui est extrêmement intéressante. Le coup de corne, à mon sens, coûte un peu cher, donc vous allez taper de temps en temps avec, sans pour autant taper tous les tours. Mais en cas de réussite critique, eh bien, la victime est assommée, c'est pas négligeable non plus. Puisque une fois que la victime est assommée, elle ne défend plus, donc du coup Unak peut se faire plaisir, que ça soit au couteau à dépecer ou que ça soit à la hache en pierre, on s'en fout, ou au javelot. Vous allez pouvoir passer vos attaques sans qu'il y ait de résistance, sans qu'il y ait de défense possible, et donc du coup ça va être la fête du saignement. La peau de roc, on ignore le saignement, c'est toujours très bien.
Le spécial peut être mis en frénésie en dépensant 1 PA du cavalier. Très honnêtement, pour avoir relu les règles de frénésie et autres, je ne vois pas particulièrement d'intérêt à cette règle-là. J'ai peut-être raté un truc, hein. Je me creuse la tête toujours quand je lis cette petite règle spéciale, je me demande si j'ai raté quelque chose ou pas. Mais bon, ben voilà, vous pouvez décider de le mettre en frénésie pour un PA du cavalier, pourquoi pas, hein. Après vous avez une monture qui chargera dans tout ce qui bouge, c'est toujours bien. Et surtout les équipements, le cataplasme, le viatique et le rhum, c'est que du bonheur. Cette monture-là, très sincèrement, je pense que c'est ma monture préférée de toutes les montures qui sont sorties. En plus, j'adore la figurine. Kvyat a tellement une tête géniale, je suis absolument fan. Mais ça fait de Unak et Kvyat une figurine extrêmement redoutable, avec une puissance qui, à première vue, n'apparaît pas. Mais quand on lit bien les règles de monture, et quand on arrive à bien comprendre le fonctionnement des chefs de clan, et la non-limitation du nombre de figurines d'esprit du clan que vous pouvez prendre, ça peut devenir quelque chose de vraiment, vraiment très très fort. Unak et Kvyat sont, à mon avis, un choix extrêmement intéressant dans toutes les parties à 500 points. Quand je réfléchis à une liste thulienne à 500 points, je réfléchis presque même plus à qui je prends d'abord. J'ai tendance à mettre les deux directement d'un coup parce que c'est vraiment une des figurines que je trouve très très forte. La figurine de Unak en tant que cavalier, donc monté sur Kvyat, est vraiment bien avec la pose au niveau, avec le javelot. La figurine à pied, en fait, il est censé avoir une hache à deux mains, mais malheureusement, il a une espèce de hachette un peu ridicule. Je suis désolé, hein. Pour le sculpteur, je crois que c'est Will qui a sculpté la figurine, je ne suis pas sûr. Mais je trouve que la figurine à pied manque un petit peu de panache, mais ça c'est personnel. Mais c'est une figurine qui a un profil très très intéressant et qui du coup va amener beaucoup de force dans une liste thulienne. C'est vraiment une figurine qui est très très cool. Au niveau des équipements qu'on pourrait éventuellement lui donner, on pourrait éventuellement lui remplacer son armure par une armure autre, bien que ça soit pas forcément... Ça va augmenter son coût une fois de plus, mais du coup, vous auriez la possibilité de faire un jet de dés, donc vous avez la possibilité de faire un 10, mais également un échec critique. À voir ce que vous allez faire de ça. Le baudrier mystique, j'envisagerais quand même le baudrier mystique, puisque parfois vous n'allez pas pouvoir bouger avec Kvyat, ou alors si vous jouez Unak à pied, le baudrier mystique, carrément intéressant pour pouvoir changer ses armes sans payer de coûts supplémentaires. Bien que ma préférence aille carrément au javelot, hein. Je veux dire, on va pas tortiller du fion comme on dit. C'est une arme que j'aime beaucoup. C'est un assez bon lanceur. Du coup, un filet, pourquoi pas. Mais également, bon ça c'est une arme qui va coûter la peau du cul. C'est le javelot qui est dans le livre de base. C'est le javelot qui peut être lancé et et on peut tirer la figurine avec. Et comme c'est une arme de tir, du coup il remplace aucune de ses armes de corps à corps. Donc ça lui fait une arme en plus, ok. Je sais pas d'ailleurs si c'est légal ou pas, à voir. Mais ça peut être intéressant de tirer une figurine vers lui et du coup après Kvyat met des coups, Unak remet des coups, bref. Vous avez compris un peu le système. Au niveau des objets que vous pouviez lui mettre, autres, je pense que la carte au trésor, j'en ai jamais parlé avant, c'est un objet qui vous permet de sélectionner, si vous arrivez à un jet de déchiffrer, je crois, de sélectionner votre bord de table. Comme c'est une figurine qui est imposante, ça peut être intéressant d'essayer d'optimiser votre bord de table et de ne pas vous retrouver un petit peu embêté parce que l'adversaire a vu que vous aviez une figurine de monture et s'est dit tiens je vais le laisser dans ce coin-là où il pourra difficilement se balader. Donc ça peut être quelque chose qui est envisageable. J'en avais jamais parlé avant parce que c'est vrai que j'avais complètement zappé cet objet et puis en refaisant une liste, je l'ai retrouvé dans le paquet. Vous aurez sans doute passablement de Thuléen, donc passablement de PA. Il y a
fort à parier que vous commenciez la partie. Mais n'oubliez pas qu'il existe un objet qui s'appelle le compas magique qui vous permet de débuter la partie. Ah, attention. Il a du ROM sur Kiviut, donc même si vous avez un jet un peu tendu au niveau du moral, vous devez absolument le réussir, hop, on boit le petit truc. Le cataplasme leviatique, je vois pas tellement qu'est-ce qu'on peut rajouter à un personnage comme ça. Il a à peu près tout ce qu'il faut pour gérer à peu près n'importe quoi. Je vois pas tellement qu'est-ce qu'on peut lui rajouter. Il y a bien quelques objets un petit peu particuliers qu'on peut le trouver dans le livre saison 2. Je vous laisserai aller regarder dans le livre saison 2 les objets en question. Parce que c'est vrai que s'il se retrouve à perdre des PA suite à des chocs électriques, c'est un petit peu embêtant. Mais de façon très générale, c'est une figurine qui est hyper... Moi, je la trouve hyper forte. Je la trouve très intéressante. On peut faire de très très belles choses avec. Et j'aime énormément ce qu'elle propose. Et la polyvalence qu'elle va amener pour gérer... que vous ayez besoin d'un soutien avec le javelot, la longe, que vous ayez besoin de dégâts avec la hache, que vous ayez besoin de saignements supplémentaires avec le couteau. Non, c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'apprécie énormément dans cette figurine. Et j'apprécie aussi énormément les montures, parce que vous allez pouvoir descendre d'une monture si vous avez besoin d'aller faire un objectif à droite, la monture va à gauche. Vous allez pouvoir faire vraiment plein de choses. Les montures, de façon générale, sont très, très intéressantes dans le jeu. À mon avis, beaucoup plus que les colosses. Et ce personnage-là est clairement le couteau suisse des Thuléens en ce qui concerne la polyvalence dans ses actions. Donc moi je dis oui, pensez Unak et Kiviut. On passe au champion harponneur, et dans un monde où les morses mangent du poisson sans arrêt, et bien évidemment il y a des tournois de pêche et de harpon, et le champion harponneur a gagné le droit de se la péter en mettant champion devant son nom. Le champion harponneur, c'est 85 pièces d'or pour une constite de 5, une dextérité de 4, une force de 4, un mental de 3, 4 mouvements, 8 PA, 25 points de vie, le harpon 3 PA, allonge, 6 dégâts, saignement, l'allonge fera toute la différence, le couteau a dépecé, 3 dégâts, saignement, la botte, il peut lancer son harpon à 6 brasses, pour un des 10 dégâts, et ramène la victime, comme pour le pêcheur avec harpon. Et lui est chef de clan, il peut recruter jusqu'à 3 membres ayant esprit du clan dans sa bande. Je vais pas avoir énormément de choses à dire sur ce personnage-là, si ce n'est que allez regarder ce que j'ai dit sur le pêcheur avec harpon dans le Tactica 1, vous gardez tous les trucs positifs que j'ai dit, et vous virez tout le négatif. Puisque pour quelques pièces d'or en plus... vous avez un personnage qui va mieux lancer son harpon, vous avez un personnage qui a des meilleures caractéristiques, vous avez un personnage dont le harpon bizarrement a gagné allonge, on n'est pas encore sûr de comment ça s'est fait, vous avez un personnage qui va gagner le couteau à dépecer, et donc du coup si vous n'avez pas envie de payer 3 PA pour taper avec l'allonge et les 6 dégâts, vous allez pouvoir faire plus d'attaques avec le couteau à dépecer. Il va également lancer son harpon plus loin que le pêcheur avec harpon. Du coup, c'est tout bénef. Il va également être chef de clan, ce qui va vous permettre d'engager jusqu'à 3 membres ayant esprit de clan. Donc, si vous avez envie de faire une liste un petit peu atypique, sans forcément un gros chef de clan, vous pouvez prendre le champion harponneur, 2 trappeurs, 1 pisteur, et avoir des personnages Ana, Kinak, Sanasok, si vous voulez vraiment Amaruk, qui eux ne peuvent pas recruter normalement des figurines avec esprit de clan. Et ça va du coup vous permettre de pouvoir en avoir quand même quelques-uns pour venir meubler un peu et faire un peu de surnombre sans pour autant payer un personnage comme Mokanek qui vaut quand même 110 pièces d'or, donc 25 pièces d'or de plus. Ça peut être des listes qui sont très intéressantes, il offre plein de possibilités. Il offre également un renfort si vous désirez avoir plus que 5 membres ayant l'esprit de clan, puisque la plupart, excepté Unak en fait, les gros chefs de clan peuvent recruter jusqu'à 5 membres. Et du coup, si vous vous sentez un peu limité, un champion harponneur, ça peut vous permettre, à un budget moins élevé qu'un autre chef de clan, d'avoir justement 3 membres ayant esprit de clan supplémentaire. C'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est une figurine que je trouve très bien. C'est une figurine qui va, grâce à ses 6 brasses pour jeter le harpon, va vous permettre de faire cette petite stratégie où il y a des pièges que les pisteurs ont posés un peu plus facilement,
Alors évidemment, c'est toujours un petit peu délicat de se positionner de façon à pouvoir ce piège-là, mais c'est loin d'être impossible. Et c'est, à mon sens, une technique pour faire des dégâts et pour embêter votre adversaire. Donc voilà. Le champion harponneur, une figurine que j'aime beaucoup. J'ai pas grand-chose à dire puisque j'ai traité du pêcheur avec harpon. Du coup, je vous ai dit, vous prenez tout le bon de ce que j'ai dit du pêcheur avec harpon et vous virez tout le mauvais vu que vous avez tous les avantages de cette figurine-là avec d'autres choses bien. Donc je vous invite à retourner sur le Tactica 1 pour vérifier ce que j'ai dit sur lui. Niveau équipement, peut-être lui rajouter une petite armure. Ça va pas forcément augmenter son coût énormément. Bah, vous prenez pas la plaide complète, hein, ça vaut pas la peine. Mais juste pour pouvoir vous faire le jet de dés et juste pour pouvoir sauver de temps en temps 1 ou 2 PV, ça peut être intéressant de le garder en vie plus longtemps. Donc c'est vraiment une figurine à laquelle je réfléchis pas mal à chaque fois que je fais une liste tulienne, pardon. C'est une figurine que j'aime bien, c'est une figurine que je trouve hyper intéressante et qui peut apporter pas mal aussi de polyvalence grâce à son allonge, également donner du soutien quand vous allez en avoir besoin, si vous vous cachez entre guillemets derrière par exemple un trappeur qui est au corps à corps ou en duo de trappeurs, ben, vous allez bénéficier justement d'un bonus de soutien plutôt conséquent vu que lui avec l'allonge du harpon va pouvoir donner son bonus. À noter également le harpon, je sais pas si c'est une arme à 1 ou 2 mains. Moi, je la vois comme une arme à 2 mains. Alors après, peut-être que c'est moi qui vois faux. Mais n'oubliez pas, comme pour Okanek, le baudrier mystique qui peut vous permettre de changer entre le harpon et le couteau à dépecer de façon gratuite. Et du coup, vous économisez beaucoup de PA. On passe à Nalagak, le plus cher de tous les chefs de clan. Il est totémiste, 135 pièces d'or, constitue 6, dextérité 4, force 6, mental 4, 5 de mouvement, 9 PA, 30 points de vie, le marteau mystique, 3 PA, 7 dégâts. Si l'adversaire subit des dégâts, Nalagak regagne 1 point de vie. Il en regagne 2 de plus par réussite critique. Esprit du roc, Nalagak a un bonus de plus 2, quelle que soit la défense choisie. Chef de clan, Nalagak peut recruter jusqu'à 5 membres ayant esprit du clan. Et il est moine guerrier, Nalagak était moine guerrier, il maîtrise le totémisme. Nalagak, il est clairement là pour taper. Son bonus de totémiste, c'est un petit peu de la blague, je veux dire. Il est clairement pas là pour utiliser de la grosse magie, il est là pour mettre des coups de marteau. Constitue 6, force 6, sa capacité à récupérer des points de vie quand il fait des dégâts. Et du coup, le soigner du saignement. Entre autres, je ne sais pas, je dois bien admettre. Je pense qu'il se soigne également du poison, vu que ça a l'air quand même d'être passablement magique, cette petite chose-là. Mais à vérifier, hein, pas que je dise de bêtises. Il a un fort mouvement, il a pas mal de PV, il a pas mal de PA, bref. Il a l'esprit du roc qui fait qu'il a des meilleures défenses. Nalagak, il est là pour aller taper, pour aller au corps à corps, pour mettre des baffes. Et surtout, ben, il vaut quand même ses 135 pièces. Puisque il a de grosses caracs, de gros dégâts, bref. C'est un personnage qui vaut son coup. Le bonus de moine guerrier actuellement chez les Tuléens ne sert à rien. Il n'y a pas d'informations supplémentaires sur qu'est-ce qu'il pourrait faire ou pas, ou s'il y a des sorts réservés aux moines guerriers. Chez les Tuléens, il n'y en a toujours pas pour le moment. Bref, pour l'instant, c'est une information qu'on a, mais c'est pas tellement à quoi ça sert. Alors après, on pourrait imaginer des trucs avec les Marocs, mais en fait, oui mais non, c'est un petit peu le bordel. Mais soit. Nalagak, c'est un personnage qui va venir pour taper, comme je l'ai dit avant, mais il va falloir quand même taper de manière un peu intelligente. Parce que oui, il a une bonne constitution, oui, il fait des dégâts, il récupère des points de vie, oui, il a un bonus sur ses défenses, mais en attendant, il finira quand même par tomber. Son bon mouvement va lui permettre de se déplacer plus vite que ses congénères, donc il risque de se retrouver un peu esselé si vous ne faites pas attention à ça. Il va résoudre assez bien les objectifs sous constite, force, également un mental correct et une dextérité tout à fait correcte.
Donc vous allez pouvoir l'utiliser pour résoudre les objectifs à la place de taper, même si c'est toujours très tentant de balancer des coups de marteau. Mais il va falloir le jouer avec un minimum d'intelligence, parce que, à part ces 30 PV, au final, la constite de 6, maintenant qu'il y a les colosses, eh ben, s'il est ceinturé, ça lui servira à rien, parce qu'il va se faire tabasser comme tous les autres sur socle de 40 mm. Donc, à jouer avec intelligence, à jouer avec modération, si je puis dire, tout en sachant qu'à un moment donné, il va quand même falloir jouer un peu agressif, parce qu'il va servir à ça. On va parler un petit peu de sa magie, puisque c'est un bonus qui est, avec lui, pas forcément très intéressant, mais on va quand même aborder les bases de la magie du totémisme. Donc déjà, la magie du totémisme, elle a un avantage que les autres n'ont pas, c'est-à-dire qu'elle a 3 sorts primordiaux. Elle a le totem de feu, le totem d'air et le totem de terre. C'est des sorts qui sont un petit peu particuliers parce que vous allez pouvoir poser une figurine sur le terrain qui va avoir un effet dans un certain nombre de brasses autour du totem. Donc le totem de feu va pouvoir faire des petites boules enflammées à 3 brasses, sur tous les briscards. Le totem de terre va permettre de diminuer, enfin, va forcer les briscards qui sont à moins de 3 brasses à dépenser 1 PA pour un mouvement. Un PA en plus, donc du coup même le mouvement gratuit, du coup vous allez payer 1 PA, un mouvement supplémentaire à 3 brasses basses c'est 3 PA, et le totem d'air va vous permettre d'augmenter la portée courte des armes, mais ça c'est que les alliés. Le totem de feu et le totem de terre vont toucher tous les briscards à portée, les vôtres comme ceux de l'adversaire. C'est des totems qui vont pas forcément être faciles à lancer pour Nalagak, puisque la difficulté va être de 15, sauf le totem d'air qui va être de 13. Il démarre à 8. C'est pas forcément le truc qu'on a le plus envie de jouer quand on joue Nalagak, j'imagine. On le prend pas parce qu'il est magicien, on le prend parce qu'il est capable de taper. Dans les sorts qui sont assez facilement lançables par Nalagak, il y en a quand même quelques-uns en totémisme. Hein, vous avez par exemple l'art du combat qui booste de 2 le jet d'attaque. Vous avez le transfert qui permet de transférer un des 10 points de dégâts vers un allié de son choix. Ça, c'est pas un mauvais sortilège. Il coûte 4 pièces d'or. La difficulté est de 13. Et comme vous jouez Thuléen, vous avez souvent un surnombre. Alors bon, c'est peut-être pas très gentil, mais vas-y, on sauve Nalagak, on balance un des 10 points de dégâts sur un trappeur. Vous en aurez suffisamment, et puis voilà, hein, ma foi, il faut ce qu'il faut pour sauver le clan. À l'épreuve des balles, vous augmentez la défense de la cible de 2 contre les tirs, ou alors la parade, vous augmentez la défense de corps à corps de 2. Le sort à l'épreuve des balles et le sort parade sont intéressants, parce que la difficulté n'est pas très élevée, le coût n'est pas non plus extrêmement élevé en pièces d'or, et surtout vous pouvez le lancer sur un allié ou sur Nalagak s'il les possède. Donc vous allez encore booster sa résistance. Pourquoi pas? C'est des sorts qui sont intéressants, mais c'est malheureusement un peu les seuls qui soient vraiment à portée de son 4 de mental. Les autres sorts ont facilement une difficulté de 15, 17, 18. Pourtant il y a des sorts qui sont très très intéressants, mais je pense que si vous voulez vraiment jouer magie, jouez plutôt Ana ou Tupilek plutôt que Nalagak, car vous allez perdre des points en étant obligé de prendre des dés supplémentaires ou des relances, et du coup c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Nalagak est quand même livré avec un sort qui lui est propre, c'est la foudre mystique réservée à Nalagak, coût 2 PA, l'arme de corps à corps, durée 1 tour, cadence 1 fois par tour, difficulté 13. Effet, si le sort est réussi, la hache mystique provoque 3 dégâts magiques à tous les adversaires à 2 brasses de Nalagak lors d'une attaque. Lorsqu'une attaque passe, pardon. Lorsqu'il est amiral de flotte, Nalagak peut le lancer aussi sur l'arme d'un allié, et la cadence passe alors à 2 par tour. Ça coûte 8 pièces d'or. Ça augmente quand même considérablement le coût de Nalagak. Mais ça peut toujours être utile pour faire bien des dégâts magiques. Sur les adversaires aux alentours. Vous le passez une fois, ça vous prend 2 PA, ensuite vous donnez 2 coups de hache, de marteau, pardon. Oui, non. Au final, votre attaque initiale fera 9 dégâts sur la figurine que vous avez visée. Si ça passe, vous allez récupérer des points de vie, vous allez faire
non, fera 10 dégâts, pardon. Vous allez faire 3 dégâts sur les figurines aux alentours de Nalagak, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Après, on aurait tendance à vouloir refaire une attaque, mais du coup, il va plus avoir de protection, il va plus avoir de PA pour défendre, ça va être un petit peu compliqué, malgré le fait qu'il ait Esprit du Roc qui lui donne un bonus. Je ne sais pas. C'est une interrogation. Si je veux un tapeur, est-ce que j'ai pas meilleur temps d'acheter, je sais pas, Harvik ou Okanek? Si je veux un magicien, est-ce que j'ai pas meilleur temps de prendre Tupilek ou Anaana? Nalagak est certes une valeur sûre, mais c'est une valeur chère. Et même si on peut compenser par le faible coût de beaucoup de figurines, je me demande si ça vaut vraiment la peine d'investir dans un Nalagak, bien qu'il soit très très intéressant sur le papier. Je me demande si on peut pas faire quelque chose de similaire avec un coût moindre sur le côté. Donc bien réfléchir à qu'est-ce qu'on veut en faire de ce personnage-là. Les coûts à 135 pièces d'or et autres sont des coûts qu'il faut bien penser, qu'il faut bien réfléchir. C'est une figurine sur un socle de 40 mm. Et du coup, ça le laisse à la merci, on peut dire ça comme ça, des colosses, des montures. Il faut bien réfléchir. Il faut vraiment bien réfléchir à qu'est-ce qu'on veut en faire. Au niveau des équipements qu'on peut lui rajouter, alors si vous voulez vraiment en faire un magicien un peu plus efficace, vous avez toujours la potion qui augmente le mental. Ça, c'est toujours une possibilité. Moi, je serais assez tenté de lui rajouter une armure, tout bêtement. Puisque du coup, ça va fiabiliser sa solidité. Et malgré le fait que ça le rende un peu plus cher, je pense qu'il va tenir un peu plus longtemps sur la table de jeu. Donc, une armure, c'est toujours envisageable. Je suis pas particulièrement convaincu de lui mettre l'armure la plus lourde qui existe. On pourrait lui mettre un bouclier à la place de lui mettre une armure. Ça augmenterait également ses défenses. Mais si vous jouez face à quelqu'un qui vous empêche de vous défendre, comme par exemple quelqu'un qui vous ceinture, ou alors vous devez faire un jet en opposition, du coup votre bouclier ne va pas servir à grand chose. À voir ce que vous voulez en faire à ce niveau-là. Je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de trucs intéressants, mais à quel prix? Quel prix êtes-vous prêt à mettre pour avoir un Nalagak boosté aux hormones? Je ne sais pas. C'est une figurine que j'envisage aussi assez régulièrement quand je pense à une liste Tulien, et pourtant je la joue assez peu. Bon, c'est vrai que je joue pas forcément beaucoup Tulien, parce qu'elle a un coût qui est quand même important. Et il faudra vraiment lui trouver la place dans la compo pour vous dire, bah voilà, je vais en faire un bourrin, je vais en faire peut-être quelqu'un qui tape mais qui aura un peu de magie. Qu'est-ce que vous allez vraiment faire à ce prix-là? Et ça, c'est vraiment important puisque sinon vous allez perdre vos pièces d'or parce que vous aurez perdu votre personnage principal. Et ça fait aussi un peu sac à poing. Votre adversaire, il va avoir des trappeurs, il va avoir Nalagak. S'il a un colosse, s'il a un canon, s'il a une monture, il va prendre Nalagak comme cible et pas forcément les trappeurs. Après, peut-être qu'il va se dire, bah tiens, je prends Nalagak, il va devoir mettre assez de monde dessus pour vous permettre derrière de faire les objectifs de scénario et du coup de quand même gagner le scénario si vous perdez Nalagak. Mais perdre un personnage qui vaut 135 pièces d'or, plus éventuellement les sorts, plus éventuellement les équipements, ça fait un peu chéros pour juste faire diversion. À vous de voir comment vous voulez jouer votre bande. Je pense qu'il faudra bien réfléchir à son utilisation parce que son coût est quand même assez important. Il vaut son coût, attention, je dis pas le contraire. Mais on a vu qu'il y avait des tapeurs qui étaient quand même très efficaces, comme Okanek ou même Unak. Je pense qu'on peut réfléchir un peu plus longuement quand on choisit sa liste. On continue avec Tupilek, 105 pièces d'or, concile 4, dextérité 4, force 4, mental 5, 4 de mouvement, 9 PA, 24 points de vie, bâton runique, 5 dégâts, les dégâts ne peuvent pas être soignés. Esprit de la glace, Tupilek gagne +1 au résultat de ses jets de magie quand il est à moins d'une brasse de l'eau ou de la glace, totem compris. Aura des anciens, Tupilek renvoie le premier dommage de chaque attaque, tir, hors artillerie ou bot qu'il subit. Ces dégâts ne peuvent pas être défendus ou protégés par une armure.
Et le chef de clan, Tupilek, peut recruter jusqu'à 5 membres ayant esprit de clan dans sa bande. Tupilek, c'est le gros magicien des Thuléens, ou pas. Ça dépend. Certains pourraient considérer Anahana comme une magicienne tout aussi douée que Tupilek. Mais Tupilek, on va avoir envie de jouer des totems avec lui, puisque c'est 2 sortilèges qui sont... un de ces sortilèges lui est réservé, et c'est le totem de glace, tandis qu'il a également le totem d'eau à disposition, qui pourra lui filer un coup de main pour lancer les sorts. On va revenir sur ces 2 sortilèges un petit peu après. Donc déjà, Tupilek, c'est 9 PA, c'est un profil qui est relativement stable, mais également relativement bas par rapport à ses 105 pièces d'or. Son mouvement est équivalent à celui des Thuléens classiques. Il n'a pas énormément de PV, mais l'aura des anciens lui permet d'éviter un dégât à chaque fois. Donc c'est toujours pas mal. Le bâton runique qui fait 5 dégâts, c'est très très bien, qui ne peuvent en plus pas être soigné, donc ça c'est vraiment top. C'est un bon guerrier en plus d'être un bon magicien. L'esprit de la glace qui va vous filer les petits bonus qu'il vous faut pour un peu fiabiliser les sorts. Et puis je vais revenir sur cette aura des anciens parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre. Donc il renvoie le premier dommage de chaque attaque, tir ou botte qu'il subit. Les dégâts ne peuvent pas être défendus ou protégés par une armure, donc déjà vous allez faire un dégât automatiquement à chaque personne qui vous tire dessus, vous attaque ou ce que vous voulez, mais également si par exemple c'est quelqu'un qui vous envoie des dégâts de poison, ou des dégâts de feu, ou des dégâts de foudre, ou des dégâts de choc électrique, ou des dégâts de saignement, la personne qui se ramasse le dégât, l'effet du dégât est aussi renvoyé, puisque c'est des dégâts d'un certain type. Par exemple, si je prends l'Atro qui fait des dégâts de feu, eh ben l'Atro va se retrouver avec un dégât de feu dans la tronche et le feu. Si vous êtes empoisonné par un tir de fougou, eh ben le fougou se retrouve également empoisonné, le choc électrique c'est également pour le fougou, etc. Donc c'est une capacité qui est vraiment, vraiment super puissante et vos adversaires vont devoir y réfléchir à 2 fois s'ils veulent vous mettre un effet sur le dos, puisque dès que vous allez recevoir des dégâts, sur une attaque, un tir ou une botte, pas de magie et pas d'artillerie, attention, et ben vous allez renvoyer l'effet supplémentaire. Donc attention quand vous jouez contre Tupilek, et attention quand vous jouez avec, n'oubliez pas l'effet qui se coule qu'il y a avec ce bonus là. Donc Tupilek est livré avec 2 sortilèges, le totem d'eau, 2 PA, 3 brasses, durée 3 tours, il peut le faire une fois tous les tours. Totem 3, c'est-à-dire que vous pouvez avoir jusqu'à 3 totems, j'imagine, en jeu en même temps, enfin 3 totems d'eau. Invoque en jeu un totem d'eau, le pion de totem, donc c'est l'espèce de petite statue qui est avec Tupilek. Le totem ne se déplace pas, les effets d'esprit de la glace donnés par le totem d'eau s'additionnent. C'est un sort qui, même s'il n'est pas réservé à Tupilek, c'est un sort qui ne va donner des bonus, pour l'instant en tout cas, qu'à Tupilek, puisque les autres utilisateurs de magie n'ont pas de bonus avec Esprit de la Glace. Donc, pour l'instant, c'est un sort qui lui est réservé. C'est un sort qui, à mon sens, ne lui est pas forcément très utile. À moins d'avoir des sortilèges qui sont très durs à lancer, Tupilek est suffisamment bon pour passer ses sorts. C'est clair qu'on aurait envie de le jouer pour avoir des petits bonus, mais l'esprit de la glace, il gagne déjà plus 1 au résultat de ses jets de magie quand il est à moins d'une brasse de l'eau. C'est déjà ça, donc si vous avez une table avec un peu d'eau, ce qui arrive assez souvent avec Briscard, ben vous avez ce bonus. Par contre, évidemment, avec un totem d'eau, vous allez encore pouvoir faire additionner le bonus des totems. Ça coûte 8 pièces d'or, vous allez utiliser 2 PA pour lancer le sort, oui, non, à choix, peut-être dans le side, si vous voyez que vous tombez sur une table où vous n'avez pas du tout d'eau, ça peut être intéressant, mais sinon, c'est pas le sort qui me vient en premier en tête avec Tupilek. Son deuxième sort qui lui est réservé, le totem de glace, 5 PA, 3 brasses, une fois tous les 2 tours, il peut avoir jusqu'à 2 totems en même temps. Invoque en jeu un totem de glace immobile et qui se joue normalement pendant l'activation de Tupilek. Reste en jeu même si Tupilek quitte le terrain. Difficulté 18. Ça coûte 20 pièces d'or. C'est un totem un peu spécial car il a des PA
Il a également 12 PV, tir écharpe de glace, ça coûte 3 PA, de 5 plus 1 dégâts, portée 3, 7 brasses, effectue ses tirs à 6 plus 1 des 10. C'est un totem qui est intéressant, car il fait quand même des dégâts qui sont bien. Vous pouvez faire 2 tirs par activation de Tupilek. Il n'a pas de durée, c'est-à-dire que tant qu'il est posé en jeu, il va rester sur place. Tant qu'il n'est pas détruit, donc tant qu'on lui a pas fait 12 points de vie. C'est un totem qui a une portée tout à fait raisonnable, hein, portée 3-7 brasses. Au-delà de, enfin, en dessous de 3 brasses, il fera un D5 plus de dégâts, et au-delà de 7, il fera moins de dégâts. C'est un peu embêtant. C'est pas forcément le meilleur tireur du jeu, hein, D6 plus un D10, c'est pas énorme. Mais l'ennui, c'est que la difficulté est de 18, donc là, Tupilek, il va avoir besoin, à mon avis, d'un petit coup de main pour lancer le sort. Donc soit vous prenez un dé supplémentaire, soit vous essayez d'avoir de l'eau ou des totems d'eau. Et il coûte 20 pièces d'or. Donc ça vous ampute quand même un sérieux niveau d'objet pour prendre ce totem qui fait autant de dégâts qu'un archer et qui ne peut pas résoudre par exemple des objectifs, qui n'a pas de zone de contrôle non plus. Donc c'est pas forcément le totem également que je prendrais en premier. C'est un totem qui est intéressant, c'est un totem qui est plutôt embêtant pour l'adversaire quand il arrive à être posé en jeu, mais c'est un totem qui demande une grande préparation, et à mon avis, c'est pas forcément le totem le plus efficace. Surtout que 12 points de vie, il peut pas défendre. Ça fait 1, 2, 3 attaques. Alors oui, vous allez me dire, mais c'est intéressant parce que ça pompe les PA, etc. Mais votre adversaire pourrait très bien s'en passer. Il subira 2 attaques de tir à un D5 plus 1 dégât. Voilà, donc je pense qu'avec Tupilek, il y a mieux que le totem de glace. Il y a déjà tous les 3 totems primordiaux qui sont très utiles, et vous avez aussi et surtout un totem qui est réservé aux Thuléens cette fois. C'est le sort réservé aux Thuléens, attendez que je retrouve, c'est le totem relais. Le totem relais est un totem qui est assez cool, puisque pour 2 PA, avec une portée de 5 brasses, vous avez un totem qui vous est proposé, et qui a 12 PV aussi, et une zone de contrôle. Oui, et une zone de contrôle, ça c'est important de le préciser. Et du coup, vous allez pouvoir lancer vos sortilèges à partir de ce totem. Et ça c'est important parce que vous allez pouvoir du coup lancer des sortilèges offensifs potentiellement à partir d'un totem qui sera dans la zone adverse sans mouiller votre chaman pour que il évite de se prendre des dégâts. Et ça peut donner des combos qui sont assez souvent utilisés avec Tupilek. On avance avec son mouvement, on lance le totem relais, droit après on lance le totem de feu arrive au milieu des lignes ennemies, et vous déclenchez le totem de feu pour qu'il fasse des dégâts, justement, à la première activation, sur les pauvres petites figurines qui, suivant qui elles sont, pourront avoir beaucoup de problèmes avec le jet de mental. Je pense notamment à des dodgers qui sont particulièrement casse-pieds. Dans un scénario, ça m'est arrivé d'avancer, balancer totem relais, balancer totem de feu. Les 2 dodgers étaient à portée du totem de feu, et les 2 dodgers ont été prostrés, et il y en a un des 2 qui, à son activation, a re-raté son jet de morale, et du coup, merci, au revoir, ciao, bonne nuit. Au revoir le dodger. Donc ça peut être quelque chose de particulièrement fort. Mais il n'y a pas que le totem de feu. Il y a également le totem de terre qui va embêter votre adversaire parce que le mouvement va lui coûter 1 PA de plus. Donc si c'est pour jouer contre des Birgus par exemple qui ont un mouvement très lent, là ça va douiller au niveau des points. Parce qu'il va devoir payer 1 PA pour le mouvement gratuit et ensuite 1 PA plus 1 PA supplémentaire. Vous allez déjà l'amputer un petit peu de son avantage qu'il y a au niveau des mouvements. Mais il y a également beaucoup d'autres sortilèges qui sont très intéressants. C'est des sortilèges qui sont assez classiques, on va dire, parce que tout le monde... Enfin, il n'y a pas que le totémisme qui peut l'avoir, mais vous avez du style le sortilège rapidité, qui augmente d'une brasse le mouvement de la cible, qui est réservé soit en bonne fortune, soit en totémisme. Vous avez le sort accélération, qui est réservé ésotérisme
pardon, ou totémisme et qui donne 2 PA à la cible. Alors c'est un sort qui coûte 18 pièces d'or, la difficulté c'est 17, c'est pas forcément le sort le plus facile à lancer, mais en attendant, si ça passe, vous aurez des Thuliens avec beaucoup plus de PA, notamment sur un chef de clan qui tape à 3 PA, 2 PA supplémentaires peut lui faire potentiellement une action en plus. Vous avez ralentissement, même topo, qui enlève 2 PA à la cible, et on a vu déjà avec avec les trappeurs et avec l'harponneur, avec certaines figurines, je sais plus toutes par cœur lesquelles, vous pouvez enlever des PA et ça devient vraiment abusé quand vous en enlevez beaucoup tout le temps. Vous avez également fébrilité. Ça c'est un sort qui coûte 10 pièces d'or et la difficulté est 15, donc ça passe sur du 5+ avec Tupilec. Sauf s'il est à côté de l'eau, ça passe sur du 4+. Mais ça retranche 2 au jet de défense de la cible. Et il y a un effet qui se coule si vous faites une réussite critique. Donc pour des Thuliens qui ne sont pas forcément très forts au niveau de la force, surtout quand on pense aux chasseurs, aux trappeurs, aux pisteurs, ça peut toujours être un avantage certain. Vous avez... alors attendez, voir une solution, j'ai dit une petite bêtise. Ah oui, rapidité par exemple, c'est un sort qui a une durée permanente. Tandis que célérité... c'est pour un tour. Donc célérité, ça augmente de 2 brasses le mouvement de la cible. Et rapidité, ça augmente de 1 brasse le mouvement de la cible. Mais rapidité est permanent. Voilà, j'ai eu un petit doute, j'ai pas compris ce qui se passait. Vous avez aussi également des sorts comme annulation. Qui sont toujours des sorts où je me demande est-ce que je le prends ou pas. Parce qu'en face, vous ne saurez pas s'il est forcément un magicien. Et Tupilec n'a quand même que 5 de morale, et la difficulté c'est le seuil obtenu plus 2, donc ça peut être très compliqué à passer si vous avez un gros magicien en face, un Torquemada, un Dasiatis, etc. Donc à réfléchir, l'annulation il coûte 5 pièces d'or, dans le side pourquoi pas, on ne sait jamais. Et puis après bon, vous avez des trucs classiques du style force des anciens, vous avez rage destructrice pour augmenter les dégâts, vous avez plusieurs sorts comme ça qui permettent de booster les Thuliens, et c'est pas négligeable puisque une grande partie des Thuliens sont du style des esprits de clan, et donc ils n'ont pas des caractéristiques très très hautes. Alors lui amener un bonus le moment opportun, en plus avec les hypothétiques bonus de surnombre, c'est un personnage qui peut amener vraiment énormément de choses, et qui en plus de ça se débrouille tout à fait correctement au corps à corps. Il faut pas le sous-estimer, le gaillard, mais c'est aussi un personnage qui coûte 105 pièces d'or à poil, avec ses 3 totems. Et si on lui rajoute le totem relais, ce que je conseille absolument de faire, c'est quand même 8 pièces d'or supplémentaires. Le totem relais, je reviens un tout petit peu dessus, il a une zone de contrôle. Ça, c'est important de le préciser, puisque dans certains objectifs de scénario, vous aurez une petite remarque qui dit « Tant que vous êtes dans la zone de contrôle d'un adversaire, vous ne pouvez pas réaliser l'objectif ou faire l'action pour réaliser l'objectif. » Le totem relais est là pour emmerder l'adversaire aussi. Si vous le posez à côté d'un objectif, il va devoir se décaler ou il va devoir taper sur votre totem et du coup aura moins de PA. Donc c'est un personnage qui est intéressant, c'est un personnage qui est bon dans ce qu'il a à faire. C'est un personnage qui peut amener beaucoup de polyvalence, soit vous le gardez pour être un peu plus agressif avec des totems, même un parchemin avec un sort d'attaque ou le petit sort flamme élémentaire que vous pouvez payer sans parchemin. Il y a vraiment de quoi faire avec Tupilec, vous pouvez avoir plein de possibilités de le jouer, attaque, soutien, etc. C'est un personnage qu'il faudra quand même un peu défendre, ou alors vous acceptez de le perdre. Parce que ses caractéristiques ne vont pas lui permettre d'être hyper tanky. Ses PV, c'est pas non plus folichon. Donc, soit vous l'exposez, et dans ce cas-là, votre adversaire se dit « Oui, il faut que je saute dessus parce que je vais pouvoir le buter », soit vous décidez de le protéger un maximum, mais ça dépend du scénario avec lequel vous jouez, pour voir justement est-ce que ça vaut la peine ou pas de le jouer agressivement ou de le garder en retrait. Vous avez aussi, alors, au niveau des objets magiques, enfin des objets, des équipements, lui changer son arme, ce n'est pas utile. Lui rajouter une armure, ce n'est pas utile. Pourquoi pas, éventuellement, si vous voulez vraiment lui rajouter un bouclier, je sais pas, si vous voulez vraiment fiabiliser essayer d'augmenter un peu ses défenses, mais ça revient vite cher pour pas grand chose.
Bien entendu, un parchemin avec relance, pourquoi pas. C'est un petit sort qui coûte pas très cher. Et avec le parchemin, il n'est pas hors de prix. Vous pouvez mettre évidemment d'autres sortilèges sur Tupilec, ceux que vous trouverez intéressants dans la liste des sortilèges. Donc, à utiliser en fonction de ce que vous avez besoin. Mais c'est un chef de clan qui est assez intéressant à jouer, qui vous apportera une magie qui est tout à fait intéressante. Mais c'est vrai que la magie de totémisme, quand vous posez les totems, c'est une magie qui est très différente des autres, puisque vous allez amener une figurine de plus sur la table, qui ne pourra pas bouger, qui aura un certain nombre de points de vie, qui aura peut-être un certain nombre de PA en fonction du totem que vous choisissez. Et du coup, c'est une magie qu'il faut un petit peu prendre en main. C'est pas aussi instinctif que donner un buff, debuff ou une attaque. Donc, à voir ce que vous pouvez faire avec ce personnage-là, et cette magie un peu particulière. On va passer à Ana, et Ana, en fait, c'est un peu la même chose que Tupilec, puisqu'elle maîtrise le totémisme. 85 pièces d'or, constitue 3 dextérité 4, force 3, mental 5, 4 de mouvement, 9 PA, 23 points de vie, le bâton de marche qui fait 3 dégâts, ça repousse d'une brasse sur une réussite critique. Mère protectrice, en défense, Ana s'ajoute des dés pour 1 PA par dé supplémentaire. Et le rejeton, son bébé emmailloté dans le dos la prévient du danger. Elle est considérée comme ayant 1 PA de plus en défense lorsqu'il est la cible d'un assaut. Ana, grosso modo, c'est un petit peu Tupilec, en moins cher et en plus axé magie, puisque vous allez nettement moins l'utiliser pour taper. Vous aurez un personnage qui est très bien en défense, malgré sa constitue de 3. Elle ajoute un dé supplémentaire pour 1 PA à la place de 3, c'est quand même beaucoup. Et le rejeton, si on la charge, et ben le rejeton lui donne 1 PA de plus pour la défense. Donc c'est un personnage que je trouve très intéressant. Je le trouve aussi pas mal au niveau de la figurine, bien que beaucoup n'aiment pas du tout son style. J'aime bien le côté, j'allais dire squaw, mais c'est pas vraiment des squaws, c'est pas des Indiens. Mais je veux dire, j'aime bien le fait d'avoir une figurine féminine chez les Thuliens. Ça fait femme médecine, etc. Et je trouve qu'elle est vraiment bien pour ça. Elle a autant de mental que Tupilec. Elle n'a pas le bonus d'esprit des glaces pour lancer des sorts, donc peut-être éventuellement toujours garder peut-être un gris-gris à portée de main, ou alors une potion de mental si vous avez vraiment besoin de passer un sortilège. Mais vous pouvez appliquer à peu près les mêmes principes qu'avec Tupilec, à savoir que elle peut être utilisée pour avancer, balancer un totem relais, et ensuite balancer un totem de feu, revenir en arrière, ou alors la garder comme soutien avec des sorts de boost et avec des sorts pour peut-être même lui payer un sort de soin. Je vais revenir sur son sort à elle qu'elle a, qui est également un sort de soin, mais si vous voulez un peu plus de soin que ce que son sort propose, vous pourriez lui payer un parchemin avec le sort régénération par exemple, ou onde revigorante, bien que avec un personnage comme Ana, j'aurais une tendance à préférer la régénération, mais c'est purement personnel. Son sort à elle, c'est Onguent, c'est réservé à Ana, 2 PA, un allié ou le lanceur, durée, ça dure pour la partie, cadence 1 par tour, difficulté 15, ça coûte 8 pièces d'or. L'allié doit être dans la zone de contrôle d'Ana pour recevoir un Onguent. Si le sort est réussi, il sera soigné dans des 5 points de vie au début de chacune de ses activations jusqu'à la fin de la partie. L'Onguent ne peut être réussi qu'une seule fois par briscard. Alors, l'Onguent, c'est c'est un sortilège qui est vraiment très très bien, parce que du coup au début de l'activation, le saignement s'arrête, le poison s'arrête, puisque c'est un sortilège et du coup que c'est magique. Vous récupérez un des 5 PV, c'est vraiment quelque chose de très très bien, mais c'est quelque chose de un peu compliqué à lancer, c'est à dire que vous allez commencer la partie assez régulièrement, vous allez activer Ana pour pouvoir poser l'Onguent sur la personne qui vous intéresse, et ensuite vous allez envoyer votre briscard un peu plus loin. C'est évidemment un sortilège
que l'on a envie d'avoir sur un personnage important. Sur un petit trappeur dans le coin du jeu, c'est pas forcément très très intéressant. Mais du coup, on a envie de l'avoir justement sur, par exemple, un Alagak, un Okanek, un Arvik, un Unak, etc. Donc, c'est un sortilège qu'on a envie de lancer sur un gros briscard. C'est un sortilège qui va un peu embêter l'adversaire s'il a rien pour virer les effets, puisqu'il existe des sortilèges qui permettent d'évacuer les effets des autres sortilèges, et parce que vous allez récupérer un des 5 PV et faire sauter le poison et le saignement au début de chaque tour. Ça peut compenser aussi si vous êtes enflammé, par exemple, comme vous perdrez un point de feu, bah vous récupérez un des 5 PV, donc ça peut compenser le fait que vous finissiez enflammé. Mais c'est un sortilège où il faut attendre l'activation de votre figurine, et parfois l'attente de l'activation c'est un peu raté, on finit par mourir parce qu'on se sera pris trop de coups. Donc c'est pour ça que je parlais d'un sort de soin supplémentaire sur Anahana. Donc Anahana, c'est vraiment un personnage que je considère comme défensif. Ça va être plus quelqu'un qui va booster vos troupes. Si vous voulez jouer agressif, j'ai tendance à préférer Tupilek, parce que aussi il a une défense un peu différente de ce que Anahana propose, mais c'est un personnage qui est très intéressant et qu'il ne faut pas négliger dans ses listes, parce qu'il vous apporte vraiment plein de choses au niveau de la magie, et avec les Tuliens, la magie, ça peut vraiment faire basculer la réussite de vos actions, puisque rajouter un bonus de 2 pour toucher, augmenter une défense de 2 avec le sort parade, ou avec le sort qui augmente de 2 contre les tirs, par exemple, bah, ça peut vraiment valoir la peine, et ça peut vous aider à passer des seuils un peu difficiles, à réaliser des objectifs peut-être même. Anahana n'est pas très très forte pour réaliser des objectifs, à part les objectifs de mental. Tupilek est beaucoup plus stable, enfin beaucoup plus stable. Tupilek est plus stable puisqu'il a 4 partout et 5 en mental. Mais Anahana, vous pouvez vraiment l'utiliser comme magicienne de soutien, un petit peu comme on aurait un Daoti, ou comme on aurait pas que je dise des bêtises, un Sagis chez les Sundar. Ce genre de petit magicien qui va amener des sortilèges pour permettre au reste de votre bande de mieux se débrouiller et de pouvoir remporter une victoire un peu plus facilement. Également, Anahana, vous pouvez lui mettre les parchemins, les grimoires, avec des sorts que vous auriez puisé ailleurs que dans le totémisme. Toujours le même sort, hein, toujours relance, vent porteur, ce genre de sortilège. Vous pourriez également aller chercher dans les objets, je ne sais pas tellement, j'ai pas tellement d'idées pour les objets pour Anahana, à part peut-être une potion en lien avec le mental pour être vraiment sûr de passer un gros sortilège. Et même si vous essayez de passer un gros sort, ben, vous pouvez passer un sort à 18 par exemple, ou même, j'en sais rien, attendez, je feuille les trucs, c'est pas ça, ils sont où? J'ai perdu ce que je voulais faire. Ah bah voilà, par exemple, Force des Anciens, vous pourriez, au début de la partie, lancer Force des Anciens, vous le lancez avec un dé supplémentaire pour la difficulté de 17, c'est 5 PA, le dé supplémentaire c'est 3 PA, mais il vous reste quand même encore 1 PA pour avoir un dé supplémentaire sur votre défense, donc ça peut toujours valoir la peine. Les Tuliens n'ont malheureusement pas encore, j'espère que ça viendra, un magicien avec un vrai gros chaman avec 6 de mental, voire 7. Bon, 7 ça me paraît un peu chaud patate, mais avec 6 de mental, histoire de pouvoir lancer les sorts un peu plus facilement. Donc voilà, ou bien quelques hommes médecine un peu bizarres, style indien, comme ça, indien inuit, bref. Donc voilà, les magies, c'est à vous de décider comment vous allez les jouer. Vous avez la possibilité justement avec la pose de figurines de venir enquiquiner votre adversaire, puisqu'il ne pourra pas s'arrêter non plus sur le socle du totem que vous aurez posé. Ça, c'est aussi important de le mentionner. Même s'ils n'ont pas de zone de contrôle, on ne peut pas s'arrêter dessus. Et le totem relais a une zone de contrôle. Donc, à voir comment vous voulez les jouer. Moi, j'aime bien avoir un petit support magique.
c'est vrai que chez les Thuliens, le support magique, il a un certain coût. Hein, les trois qui sont magiciens, au final, c'est Nalaga qui a 135 pièces, Tupilek à 105 et Anahana à 85. Donc il n'y a pas de petits magiciens comme un Abeshima ou un Sagis qui sont pas des magiciens très chers mais qui apportent vraiment un soutien. Ça a un coût. Mais en attendant, de l'autre côté, les figurines qui sont moins fortes ont également un coût plus bas, donc ça peut compenser le fait de choisir justement ces personnages importants dans votre liste. Donc réfléchissez bien à comment vous allez tourner votre liste, quelle va être l'utilité de ce magicien. À chaque fois que je parle de magicien, j'ai l'impression que je me répète. Mais c'est peut-être encore plus vrai pour les Thuliens, puisque vous allez vraiment devoir faire le choix entre ces trois magiciens-là, il n'y en a pas plus, contrairement aux Maok qui en ont 250 millions, on a l'impression. Et c'est pas des foudres de magie non plus. Ils ont pas 6, ils ont pas 7. Donc ils sont un petit peu entre deux. À vous de réfléchir sur vos listes. Et je suis persuadé que vous allez nous pondre des listes absolument merveilleuses pour cette armée. Comme c'est la fin du Tactica 2, eh bien je vous invite à me donner des listes pour qu'on en discute durant le Tactica 3 avec mon intervenant. Je suis sûr que vous allez pouvoir nous pondre plein de listes. Donc liste à 400, 500, 600, comme vous le voulez. J'aurais aimé faire ce Tactica après la sortie du Colosse. Malheureusement, à un moment donné, il faut quand même faire le Tactica. Et le Colosse n'étant pas sorti. Mais c'est pas grave, je suis sûr que vous allez trouver plein de trucs très très sympas à nous proposer. D'ici à la prochaine vidéo, eh bien, que les dés soient avec vous!